Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click. Je suis Kerr et Big B. Salut Ouais. Big B. Salut. On vous souhaite encore une bien bonne année 2018 pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos où on l'a faite cette année 2018. Et on vous souhaite Tout le meilleur plein à de bonnes vous, choses. à vos amis, à vos familles, à vos proches. Encore. Du bonheur. Ça, on l'avait fait dans une... À Ouais. vos proches et voilà, de la santé, de ce que vous voulez, mais surtout du bonheur. Alors on est là pour jeter un coup d'œil dans le rétro et vous présenter les 10 moments finalement marquants, nos 10 moments forts de l'année 2017 en ciné et en série. On fera pas de perso, hein. Même si je vais commencer par un point qui est le seul un peu perso, puisque dans mes 10 moments, alors on vous précise tout de suite déjà, c'est 5 moments de Big B, 5 moments pour moi, et on n'a pas des doublons, donc il y aura bien 10 moments. On a fait attention, on a préparé ça pendant au moins 8-12 heures de manière acharnée. Et donc on va commencer par la chaîne YouTube. Ça dépend si on est samedi ou si on est dimanche. J'ai perdu la notion du temps. On commence donc par la chaîne YouTube. Alors un des trucs qui nous a indéléblement marqué, lui comme moi, c'est bien évidemment notre périple avec Game of Thrones cet été. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà fait dans des conditions particulièrement compliquées. Moi j'étais en plein déménagement, j'avais pas internet et un réseau téléphonique très capricieux. Toi, tu es parti en vacances parce que tu as le droit de partir en vacances. Sauf que Game of Thrones est arrivé au même moment et on s'est donc retrouvé à faire nos reviews hebdomadaires de la série. Moi, avec de gros problèmes d'internet. Toi aussi, parce qu'à l'autre bout du monde où tu as enregistré des vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les critiques de Game of Thrones que tu as fait en République Dominicaine. C'était stylé. Et au final, alors qu'on était dans une organisation, j'ai presque envie de dire chaotique, mais on donnait tout ce qu'on avait pour réussir, et ben vous nous avez accompagnés, on a eu notre petit succès, alors très modeste, mais pour nous c'était immense, avec 2 ou 3 tendances YouTube sur les critiques. On a dépassé les 50 000 abonnés, les 9 millions de vues, etc. On est extrêmement content, bien évidemment, d'avoir vécu tout ça en 2017, et ça va indéniablement marquer l'année. Petite anecdote. En gros, pour uploader, il fallait que j'aille dans le hall de l'hôtel. Et à un moment où il y avait moins de gens. Et donc en fait, j'allais dans le hall de l'hôtel de minuit à 2h du matin sur le canapé tout seul, parce que forcément ma compagne dormait. Et donc j'allais de minuit à 2h du matin dans le hall de ce putain d'hôtel. Avec des dauphins à côté de Dans toi. le canapé. Non, ça c'est autre chose. Ah, d'accord. Mais et je regardais du coup Atlanta. Je terminais Atlanta pendant que j'attendais que ça upload sur YouTube. D'ailleurs, la saison 2 arrive très bientôt, la série. Donc, Atlanta, à toi de nous faire le deuxième moment fort de l'année. Alors, c'est pas un classement, hein. On les fait au pif, voilà. Alors mon deuxième moment de l'année, j'ai envie de dire, ça va être Your Name. Donc ton nom, comme on dit Ouais. en France. Sorti le 26 décembre 2016, on en parle là parce qu'il est sorti aux États-Unis en 2017, puis le public français l'a vraiment découvert en 2017. Vu qu'on est Americans. Ouais. Et donc en gros, Your Name, qui est, je pense, le film qui m'a le plus touché dans l'année, corporellement. Et en fait, c'est vraiment le film, je m'y attendais pas. En fait, quelques recommandations m'ont amené à regarder le film. Puis le film commence et c'est extraordinairement niaiserie, comme on dit parfois, terme que j'affectionne pas forcément, mais là c'était vraiment le cas. Très concon, très niais, très oh là là, il ressemble à une fille, mais je ne sais pas. Et d'un seul coup, le film change complètement, devient extrêmement mature. Tout est magnifique. On pourrait vraiment littéralement arrêter le film à n'importe quel moment et en tirer un tableau. Ce film le scénario est très réussi, tout est réussi. Allez voir notre vidéo, on a fait une vidéo dessus. Ouais. Alors, moi, le troisième moment fort de l'année, j'ai envie de parler du climat nauséabond du web. Très rapidement, alors je pense que ceux qui ont vu... positif. Oui, non, il y a pas mal de négatifs, mais il y a aussi du positif, ne vous inquiétez pas. Mais je rejoins totalement mon compère sur Your Name, c'est un immense film qui aurait eu sa place au Cult & Click Awards, mais comme il est sorti en 2016, eh ben, la loi, c'est la loi, et voilà. Bref, le truc, c'est donc le climat nauséabond du web. Alors cette année, on va pas revenir dessus, mais on a eu une campagne présidentielle particulièrement éprouvante. Et on est dans un espèce de climat où il y a des polémiques absolument partout, tous les jours, différentes. On lynche, on est outré. Enfin, il y a de la polémique partout. Enfin, partout.
à la radio, à la télé, au cinéma, partout. Comme je viens de le dire, ça a également touché le ciné et les séries. Et c'est des polémiques qui auraient pu être évitées. Je pense C'est hyper touchant ce que tu dis. au whitewashing, la polémique du whitewashing sur Ghost in the Shell, que beaucoup de fans de Ghost in the Shell n'ont pas compris, puisque le créateur de Ghost in the Shell avait expliqué que le Major, pour lui, incarnait le fantasme absolu du japonais, et que le fantasme absolu du japonais, c'est une occidentale, donc que le Major était déjà de base un personnage occidental. Et puis quand on voit le film, c'est plutôt bien amené, le fait que ce soit Scarlett Johansson qui est le premier rôle. Après, moi, j'étais pas contre le fait que ce soit un personnage asiatique, mais Puis c'était surtout que le film polémique sur polémique, en fait. Le film explique bien à la fin pourquoi. Oui, voilà. Et puis, mais c'est vraiment polémique tout le temps, polémique partout. Il y a eu une polémique de whitewashing sur le film Mulan avant l'annonce du casting. Or, le film Mulan, il n'y a pas de whitewashing. Donc, alors je prends l'exemple du whitewashing, mais il y a plein d'autres polémiques qui ont émergé cette année. Je parle pas du cas Weinstein, parce que là, ce genre de pourri doit tomber, et tant mieux. Mais voilà, et puis je vais rajouter aussi un autre élément, c'est ce climat, je trouve nauséabond, est marqué par la grande intolérance finalement que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi, et c'est là où moi ça m'affecte un peu, c'est aussi par exemple dans les commentaires de la chaîne, ou globalement quand on discute de ciné à droite à gauche, sur Twitter, etc. En fait, il y a de plus en plus de mal à accepter que l'autre ait un avis contraire au tien, quoi. Et ça m'embête énormément, parce que, au final, par exemple, il y a des moments où, sur Star Wars, notamment sur la chaîne, j'avais plus trop envie d'aller dans les commentaires, parce que puis ça me rendait un peu agressif, tu vois, donc c'était pas très bien. Mais vous pouvez avoir détesté un film, moi l'avoir aimé, et puis de quoi ? T'étais tendu cette fin d'année. Ouais, c'était au niveau de la santé, c'était compliqué. Mais le truc, c'est que on peut avoir des avis complètement différents, acceptons-les, enfin, débattons de manière tout à fait sportive là-dessus, mais juste dire tu dis de la merde, t'as complètement tort, non, s'il vous plaît, arrêtez. J'ai le droit de pas avoir aimé l'épisode de The Walking Dead, vous de l'avoir adoré, on en parle. Mais en fait, pour moi, tu sais que l'intolérance des avis de l'autre est devenue intolérable. Non, mais d'accord, mais cette intolérance-là, c'est hyper malsain, parce que c'est un premier pas vers des intolérances qui seront encore plus graves. Tu penses vraiment que quelqu'un qui dit va te faire foutre, j'ai adoré l'épisode de Walking Dead, peut tomber dans le racisme ? C'est pas ce que je veux dire, mais si t'es pas capable d'accepter l'avis de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que tu accepterais son orientation sexuelle, etc. Tu vois ? Ah ouais, carrément. Tu penses que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi dans Walking Dead pourrait être alors, c'est pas homophobe ? le même degré de gravité, bien évidemment, mais ça reste de l'intolérance dans les faits. Donc voilà, moi j'ai été assez déçu par ce côté très pesant, les polémiques, il y en a 2-3 par jour, puis on a oublié le lendemain, etc. Et puis cette intolérance par rapport justement aux différents avis que peuvent avoir les gens sur les films et les séries. Donc voilà, et puis aussi un truc aussi, c'est le bashing généralisé. Alors sur Star Wars, ça a été mal interprété, parce que je pense pas que les gens qui n'aiment pas Star Wars 8 sont des haters, mais par contre il faut indéniablement le reconnaître, qu'il y a des haters de base, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas vu Star Wars 8 et qui le détestaient, qui ne l'ont peut-être pas vu encore et qui le détestent, qui sont allés le voir en étant persuadés que ça allait être de toute façon l'incarnation du diable labellisé Disney Marvel. C'est pas possible, c'est pareil pour The Walking Dead. Là, j'ai découvert cette année qu'on n'avait plus le droit d'aimer The Big Bang Theory, que j'ai découvert aussi cette année que comme Netflix avait récupéré Black Mirror, on devait dire que c'était beaucoup moins bien qu'avant, avant même d'avoir vu la saison 4 par exemple. Alors ok, la saison 4, pour le coup je suis dedans et je trouve que c'est moins bien, mais il y a du bashing, et ça m'embête un peu tout ce qui m'a... Voilà. À toi, 4e moment fort de l'année 2017. Alors, qu'est-ce que je vais vous saupoudrer ? Moi, je vais vous saupoudrer de l'amour. Ah, Supergirl. Tu nous as fait quand même une dizaine de minutes de haine. Moi, j'ai envie de saupoudrer d'amour de La La Land, qui était un de mes gros moments de l'année. Concrètement, quand je suis allé au cinéma pour voir La La Land, ça a été la fin, quoi.
Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Et si vous avez vu le film, vous saurez de quoi je parle. La fin, l'épilogue est incroyable. Mais vraiment, il y a tout ce qui dans le film est loupé et réussi est exceptionnel dans la fin. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut... il faut aller le voir au cinéma. Et si vous n'avez pas eu cette chance, eh bien, créez-vous une salle de cinéma chez vous. Mais en vrai... La La Land le mérite. En vrai, c'est un film où je ne sais pas combien d'entre nous avons écouté la BO pendant des mois. Mais j'écoute encore. Et puis on a été guéris vraiment sur le tard de l'année, quoi. Donc La La Land, c'est un film qui marque, c'est un film qui fait ce que je pense être le cinéma. Il y a plein de trucs. Alors le cinéma est drame, le cinéma est film d'horreur, le cinéma est un peu ce personnage aux mille visages, mais pour moi, le cinéma que j'affectionne le plus, c'est celui qui fait rêver, celui qui nous donne l'impression que les carcans de notre vie peuvent, pendant quelques instants, disparaître pour qu'on puisse s'élever, que la magie existe. Et ça, c'est tout ça qu'on a dans La La Land. Et du coup, ça m'a fait énormément de plaisir de voir un film comme ça. Et j'ai un peu l'impression que le côté culte du film disparaît un petit peu, que ça restera le bon film, alors que je vois pas trop ce qu'il a à envier à un Chantons sous la pluie, quoi. Dansons sous la pluie. Pour moi, c'est un top 5 de la décennie. Donc voilà. Ah bah moi, puisque tu as dit que je faisais beaucoup dans le négatif, j'ai envie de faire dans le positif, puisque en fait j'avais oublié de le mettre, donc il n'est pas sur la liste. C'est indéniablement un des moments très forts de mon année, c'est le retour. Alors dans mon cœur, hein, pas dans le vôtre, mais en tout cas, bon, on est là aussi pour en parler un petit peu de perso du coup. Le retour dans mon cœur des séries de comiques, et notamment des formats courts 20 minutes. Alors moi j'en étais resté à Scrubs, parce que c'est difficile de passer après Scrubs. Et puis j'avais regardé un peu I Met Your Mother, mais je m'étais un peu ennuyé. J'avais commencé The Big Bang Theory, j'avais trouvé ça sympa, puis pour des raisons que j'ignore, j'ai complètement arrêté. Et puis après, j'étais plus dans les films, dans les séries plus sombres. Et cet été, j'ai eu envie de me marrer, je pense, au moment de mon déménagement. Et du coup... Pour soigner ton cancer aussi. Mais arrête de dire des bêtises. Il a été soigné très vite, c'est pour ça qu'on mais il y a des gens qui ont vraiment des cancers. Et ben moi, du coup, j'ai sauté sur Brooklyn Nine-Nine, au hasard, comme ça, je l'ai allumé sur Netflix. Et j'ai dévoré les 5 saisons, je me suis... les 4 saisons 4, oui, parce que là on est dans la 5, donc les 4 saisons, je me suis éclaté. Et une fois arrivé à la fin de Brooklyn Nine-Nine, j'étais embêté, j'avais plus de quoi me marrer. Donc j'ai essayé de me moquer des gens qui passaient dans la rue et tout. Non, c'est pas vrai. Et au final, j'ai lancé The Big Bang Theory, j'ai repris à la saison 4 où j'en étais. Et en fait, bon, j'ai déjà dit sur la chaîne, mais c'est pour moi un des éléments les plus marquants de 2017. Je suis devenu complètement fan de cette série. Mais, enfin, pas hystérique. Mais par contre, ça a été à l'excès. C'est-à-dire que j'ai vu saison 4 à 10. Puis une fois que j'ai terminé la saison 10, j'avais plus rien parce que la 11 n'était pas commencée. Du coup, j'ai relancé. J'ai vu de 1 à 10. Puis là, j'ai vu la 11. J'ai repris. J'ai vu 1, 2, 3, 4, je crois. Là, on doit être dans la 5. Enfin, j'ai vu de la Big Bang Theory à la chaîne. Parfois, une soirée, on se faisait 15-20 épisodes de la série à la suite. C'est peut-être beaucoup ça. Non, il me semble qu'on a déjà fait ça. Enfin bref, moi je suis devenu accro aux personnages, à leur humour, aux différents aspects sociétals développés dans la série, alors que beaucoup de gens critiquent. Moi, j'adhère pas du tout. Enfin, j'adhère pas du tout à leur lecture de la série. Pour moi, le Big Bang Theory n'est pas sexiste. Elle humilie pas les geeks. Enfin, un petit peu, mais en même temps, il y a beaucoup d'attachement et je trouve que c'est une série qui, en plus, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, moi je trouve qu'elle n'a pas perdu de sa force. Elle a évolué, ça clairement. Sheldon est moins Sheldon qu'il ne l'était au début, parce qu'il a grandi avec Amy. Volovitch, c'est pareil avec Bernadette. Léonard, bon, il a jamais été vraiment là. Enfin, quand je dis qu'il est jamais là, il est toujours là, mais dans les faits, c'est pas le. Souvent, il est capable de s'effacer très longtemps. T'es toujours en train de parler de Walking Dead, de Big Bang. Et j'ai eu l'impression qu'il était passé 10 minutes. Les personnages de la série me plaisent beaucoup, et la série globalement me plaît beaucoup. Après, là, j'avoue que j'ai un peu tourné la page ces dernières semaines. Je suis passé à d'autres séries, et notamment The Good Place. À toi. Tu me prends un peu. Donc là, c'est le 6e point du coup. Il nous en reste 2 chacun. Alors, 3 pour toi et 2 pour moi. Pour moi, un des moments les plus marquants de l'année, en termes de vidéo au sens large, c'est l'évolution de YouTube en 2017. Alors, je vais essayer de faire court.
même si ça mériterait de faire une longue vidéo. Mais YouTube en 2017 a beaucoup évolué. C'est un changement qui est une lente progression. De plus en plus, le travail d'algorithme, le fait de pouvoir un peu pirater l'algorithme en profitant. Le fait de plus en plus d'avoir du coup des changements sur la monétisation de YouTube a amené un shift petit à petit sur le contenu. Et le truc, c'est que là où on pouvait se féliciter de voir des chaînes qui n'auraient jamais existé à la naissance de YouTube, comme Dog7, comme Absol fait des vidéos, enfin comme Absol Vidéo, comme vraiment de très nombreux youtubeurs qui sont apparus, les critiques ciné n'existions pas à l'époque sur les origines de la plateforme des YouTube. Mais en gros, le truc, c'est que là, petit à petit, en gros, la plateforme a évolué. Vous qui l'utilisez beaucoup, j'ai tout le temps des propositions de top tendance, de la vidéo, gag, prank, machin. Et j'ai l'impression qu'on était un petit peu sur une période où des vidéos à très forte qualité pouvaient percer. Et qu'il y avait après un certain nombre de grandes célébrités YouTube qui du coup forcément prenaient l'eau du pavé, mais qu'il y avait toujours des perles. J'aime énormément le basket, et il y avait un basketteur qui s'appelle Blight, qui était incroyable, français-anglais, meilleur contenu que j'ai jamais vu en basket, petite chaîne, 50 000 abonnés ou un truc comme ça, et contenu incroyable, et le mec il faisait des vidéos de 2 heures et tout, mais il a fait une pause, et c'est assez marquant, parce que c'est des choses que font beaucoup de youtubeurs, qui ont fait des pauses, qui sont arrêtés, qui ont dû changer leur contenu, plutôt considérer leur chaîne YouTube comme un business, etc. Et du coup, YouTube s'est séparé entre ceux qui considèrent que leur chaîne est un business et ceux qui font ça pour le plaisir à côté de leur job. Et donc forcément, nous qui faisons ça à côté de leur job, on va pas refaire des 10 montages de la vidéo, la complexifier, etc. On n'a pas le temps, tout simplement. On n'a pas le temps. Et le truc, c'est que par contre, ceux qui y sont à 100%, ce temps qu'ils mettaient pour justement faire des montages, faire des trucs très complexes, à forte valeur ajoutée, avec les problèmes de monétisation, ils le font peut-être moins, ou ils font essayer de faire des vidéos plus blockbuster que d'autres. Et c'est vraiment un changement qui était lent. C'est pas 2017 qui l'a amené, parce que ça a sa genèse en 2015 et en 2016. Mais du coup, moi, YouTube, qui est une plateforme que j'adore, enfin vraiment, je passe tous mes jours, un certain temps sur YouTube, tous les jours. Et là, j'ai l'impression que j'ai moins de contenu. C'est plus dur d'aller chercher des trucs de qualité, des bonnes chaînes, des trucs comme ça. Il y a eu des bonnes choses qui sont organisées. Il y a des plus gros youtubeurs qui ont conseillé des chaînes. D'ailleurs, on remercie Didi Chandouidoui de nous avoir conseillé. Mais il y a comme ça un petit écosystème qui essaye de survivre à côté. Mais globalement, le YouTube a été beaucoup de drama, beaucoup de personnes qui se sont attaquées, des chaînes qui ont dû s'arrêter parce qu'il y avait les harcèlements de masse. Enfin, tout ça, c'est sûr que dans mon domaine de l'entertainment, l'endroit où j'aime bien regarder des trucs, apprendre des vidéos, me marrer pendant quelques temps, du coup, j'étais un petit peu déçu de YouTube. Et c'est à la fois dû aux créateurs, mais c'est à mon avis beaucoup dû à la plateforme et la manière dont elle pousse les créateurs à s'orienter. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment un des éléments dans le monde de la vidéo au sens large qui m'a le plus marqué. Là où on avait en 2016 Les Dissociés, peut-être meilleur film français de l'année. Il y avait... Il n'a pas commencé loin en 2016 ? Hein ? Commencé loin, c'est pas 2016 ? Non, c'est 2015. Hein. Je sais pas. J'ai un doute, c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Mais en gros, le truc, c'est qu'il y avait vraiment des espèces de grosses évolutions positives. Et là, les grosses évolutions positives, cette année, je les ai pas vues. Donc voilà. À toi. Alors, moi, je vais vous parler... Allez, ça va être purement subjectif, mais je vais commencer mon propos par Wonder Woman. Donc, Wonder Woman, pour moi, est un des moments marquants de l'année 2017. Alors, quand je dis subjectif, pourquoi ? Parce que je l'ai revu. Et puis, je l'ai re-revu. C'est très clairement moi j'adore ce film. Alors il est bourré de défauts, très clairement, c'est pas du tout le meilleur film de super-héros. Comment c'est loin, la réalisatrice, oui, je dis que c'est 2015. Oui, mais là tu t'adresses à la France, excusez-moi.
Non, mais Donc, tu m'as cassé dans mon que trip. veux-tu Il y a, dire le film est bourré de défauts, mais moi j'ai trouvé qu'il faisait parfaitement le boulot. Il est très plaisant à regarder, il est bien rythmé. C'est un de tes meilleurs moments de l'année, vraiment? Ouais, mais attends, je vais expliquer pourquoi. Dans ce film, il y a une de mes scènes préférées de l'année, qui est le No Man's Land. Alors, vous allez me dire, et je suis d'accord avec vous, les premières secondes sont complètement too much quand elle avance comme ça, face caméra. Bon, c'est too much. Mais globalement, j'adore cette scène. J'adore la musique de Rupert Gregson-Williams sur cette scène-là aussi. C'est le meilleur morceau de la BO. Euh, et, euh, et pourquoi est-ce que j'adore ce truc-là? C'est que, en fait, alors toi, tu en avais parlé dans ta critique, mais je te rejoins complètement, et notamment après l'avoir vu et revu, c'est que Wonder Woman, c'est vraiment une super-héroïne. Et au final, si on fait un peu le bilan de tous les films de super-héros, entre Spider-Man, bon, je parle pas de ceux qui m'ont déçu, là, je parle vraiment du caractère super-héroïque des personnages, entre Spider-Man qui est un peu perdu, entre Thor qui est plus vraiment un super-héros, là, il est en train de vivre ses aventures dans l'espace, Superman qui est pas vraiment là, Batman qui est torturé, Aquaman qui est pas encore vraiment Aquaman, Flash qui est assez balbutiement, Iron Man qui est plutôt un bad guy, les Gardiens de la Galaxie qui sont pas vraiment des super-héros. On a Wonder Woman qui se place vraiment en personnage qui a des super pouvoirs et des super pouvoirs que les films dont les films ne nous ont pas montré les limites, et aussi un personnage qui assume totalement le fait d'avoir des super pouvoirs et de devoir faire le bien, et elle a un idéal, rien ne l'a fait déroger à cet idéal, et ça c'est pour moi un vrai super héros. Alors Et c'est pas les super vraiment héros, un des 10 meilleurs moments oui, de ton année. oui, et pourquoi est-ce que Mais fallait m'appeler, gars. attends, mais Oh, je laisse-moi t'aurais finir. remonté le moral, là. Mais non, mais j'assume complètement. Vous pouvez me troller dans les commentaires, je m'en fous royalement. J'assume totalement Les ce choix. polémiques, c'est saut 2017. J'assume totalement cette sélection de Wonder Woman parce que elle incarne vraiment la super héroïne, et je vais aller. Et honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je vois pas un. T'as beaucoup réfléchi C'est à Wonder Woman. Wonder Woman, c'est vraiment la Wonder Woman de Gal Gadot, dépeinte par Patty Jackson et puis Zack Snyder. J'oublie Justice League parce que le film n'existe pas, mais et c'est vraiment un de mes super-héros préférés. Et j'élargis plus globalement, c'est aussi une super-héroïne, et c'était grand temps que le cinéma donne enfin une super-héroïne. Il n'y avait pas de raison finalement que les super-héroïnes soient complètement en retrait. Super-héroïne incarnée avec brio par Gal Gadot que j'adore. Et je vais élargir à globalement l'année 2017 des femmes au cinéma et à la télévision. Ça a été une année extrêmement mouvementée. Il y a eu l'affaire Weinstein, il y a eu le MeToo, il y a eu le Balance ton port, etc. C'est une avancée, et c'est une année marquante, je pense, pour la cause féministe. Et au cinéma, eh ben moi, les trucs qui m'ont vraiment marqué cette année, c'est au final, alors les féminismes extrêmes vont lancer polémique sur polémique sur polémique. Je rentrerai pas dans le débat, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que celles qui ont vraiment fait avancer le truc, c'est aussi en tapant sur la table, style Jessica Chastain, etc., qui ont eu raison de le faire. Bien évidemment, Rose McGowan et tous ceux qui ont participé à MeToo et qui ont condamné les ordures et leurs actes. Mais aussi, et ce qui a fait énormément avancer, je trouve, la place des femmes à Hollywood, à la télé et dans le cinéma, c'est le travail en fait. Si tu regardes les personnalités féminines de l'année, qui ont vraiment marqué. Alors Rose McGowan est à part et elle mérite totalement de faire partie des plus marquantes de l'année. Mais Emma Stone, bah, c'est sa performance dans La La Land, c'est son boulot qui fait qu'on l'a autant remarqué. Puis dans Battle of the Sex également, c'est Jennifer Lawrence pour Mother, c'est Kathleen Kennedy qui est quand même celle qui est aux commandes de Lucasfilm. Il y en a d'autres, hein. Aide-moi. Dans les séries, il y a de plus en plus de séries, de très bonnes séries, dont le lead est donné à une femme. Glow avec Alison Brie. On a bien évidemment toutes les séries de Shonda Rhimes, mais pas que. Il y a toujours Alison Ginny qui est excellente dans Mom. Il y a plein de séries. Si on fait un peu le bilan, que ce soit dans Game of Thrones ou dans Star Wars, les femmes sont vraiment au pouvoir. Dans Star Wars, l'issue de la galaxie dépend un peu d'eux. Rey, Leia, et puis on avait vu également la vice-amirale qui était aux commandes. Dans Game of Thrones, c'est un peu moins le cas avec le retour en force de Jon Snow, mais globalement, on a Cersei et Daenerys qui sont toujours là et très puissantes. Sansa également.
et puis c'est indéniable, faut les citer. Gal Gadot et Patty Jenkins, j'en reviens à Wonder Woman, mais elles ont hyper bien bossé sur ce film, qui est loin d'être parfait, mais qui remplit complètement le cahier des charges, qui nous fait passer un bon moment. Et moi, je suis pas sorti de Wonder Woman en me disant putain, j'ai été déçu comme dans Justice League par exemple. Il faut reconnaître que par exemple, Patty Jenkins, sa première grosse réalisation, il y a des scènes d'action qui sont hyper bien filmées. Son film est bien construit. Alors, si elle a eu un gros rôle sur le montage, moi je trouve que le montage de Wonder Woman est cohérent. On n'a pas l'impression qu'il y a des trous à droite et à gauche. Franchement, moi je trouve que c'était une belle année, une année qui marquera, je pense. Et voilà. Autre chose. Moi, je pense que ton coup de cœur sur ça aurait été beaucoup mieux si tu avais d'abord fait parler des femmes et après tu aurais dit et Wonder Woman. Non, je Parce que préférais là, commencer. tu m'as complètement Wonder perdu Woman, sur c'était Wonder l'intro. C'était l'intro. Mais j'assume Et complètement une le fait intro que j'aime peut pas bien être Wonder plus Woman. long que le sujet. Je pense avoir vu une bonne vingtaine de fois la scène No Man's Land que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir. Sauf les premières secondes Too Much où elle avance comme ça, les cheveux au vent. Bon. Du coup, moi, mon autre moment particulièrement marquant de l'année, c'est évidemment Star Wars, le dernier Jedi. Allez, dernier Jedi. Dernier Jedi. Vous ne saurez jamais quelle est la vraie traduction. Ouais, c'est le. Et donc, en gros, ce dernier Jedi, moi, il m'a beaucoup marqué, non seulement parce que c'est un Star Wars numéroté, et quand ça, eh ben, il faut lui donner tout son respect, que c'est un... Quoi Tu vas te faire démonter. Mais c'est pas parce que c'est un Star Wars numéroté numéroté qu'il faut lui donner tout son respect. Il faut y aller religieusement. Il faut regarder le film, que ce soit Disney, que ce soit Lucasfilm, et il faut aller le regarder et profiter de ce cadeau que nous a fait la culture moderne qu'est Star Wars. Oui, il a des défauts, oui, il y a des trucs bien, oui, il y a des trucs nuls. On a fait une vidéo dessus, pas besoin de s'attarder là dans cette vidéo. Mais moi, ça me fait juste plaisir qu'il y ait un Star Wars, quoi. Ça me fait juste plaisir qu'on ait une nouvelle trilogie que je trouve supérieure, et peut-être ça enclenchera un débat, mais que je trouve bien meilleure que la première trilogie 1, 2, 3, très clairement. Enfin, la menace fantôme reste dans ton tiroir. Et donc, en fait, le truc, c'est que juste ça, un Star Wars, c'est un des plus grands films de l'année en termes d'impact, pas en termes de qualité, on est d'accord, mais en termes d'impact. Et quand un Star Wars sort, à peu près tout le monde va le voir. À peu près tout le monde parle de Star Wars, etc. On en a parlé j'étais au boulot, tout le monde en a parlé. J'ai fait des tournages dans d'autres boîtes. Les gens ont vu une caméra, je sais pas pourquoi, ça leur a fait penser, ils se sont mis à parler de Star Wars. Et donc, c'est vraiment un événement de la culture pop qui ne peut pas ne pas être un moment marquant. En plus, c'est le Star Wars qui divise le plus. Jar Jar Binks, il n'y avait pas la moitié des gens là, qui étaient en train de dire non mais Jar Jar Binks il est hyper sympa et tout, c'est un enfant touchant. Mais non, Jar Jar Binks, l'intégralité de la population voulait lui étirer ses oreilles jusqu'à ce qu'elles lui sortent de la tête, que son cerveau explose et qu'à ce moment-là il fait Jar Jar et bam, il y a un espèce de rhinocéros de l'espace qui lui éclate la tête. Et ça, on n'avait pas tous monde... imaginé cette fin-là pour Jar Jar Binks. Alors, la tienne était plus violente, mais je ne vais pas la raconter à l'antenne, il y a peut-être des personnes plus jeunes. Et le truc, c'est que en fait, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu sur celui-là. Beaucoup de divisions, c'est Disney, c'est des salauds. Non, mais en fait, ils prennent des risques. Et ça, je pense que en œuvre cinématographique, en œuvre vidéo, c'est tout simplement un des éléments les plus marquants, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, ça m'a marqué quand je suis allé dans la salle et que d'un seul coup, tout est devenu noir et qu'on a entendu Padam, c'est pas un moment comme les autres quand le film démarre. Voilà. Alors moi, mon dernier moment marquant de l'année, c'est le 9e de cette vidéo. C'est un petit bilan global de l'année ciné et année ciné que je trouve assez triste. Alors il y a eu quelques très grands films et pour le coup c'est là où cette année est un petit peu bizarre, c'est que le top de l'année est vraiment très haut. La La Land m'a énormément marqué, c'est un chef-d'œuvre. Quelques minutes après minuit est un des films qui personnellement m'a le plus marqué aussi.
Et c'est un très bon film, je vous invite à le voir. Your Name aussi, bien sûr, même si c'est fin 2016. Blade Runner 2049 aussi. Mother, Grave, enfin, je sais pas comment on lit, Grave, comme vous voulez. Après, il y en a quelques-uns que j'ai pas encore vus. Mais au niveau des blockbusters et de ce que Hollywood avait Tu prévu. parles que film ou film et série? Parce que film. si tu parles Là, série, c'est que film. 13 Reasons Why. Non, là, je parle que de film. Très bien. Hollywood nous avait promis cette année énormément de blockbusters et au final, ils m'ont quasiment tous déçu. Quasiment tous, parce que dans ceux qui m'ont pas déçu, bon, j'en ai parlé avant, mais il y a Wonder Woman. Très au-dessus de Wonder Woman, il y a le dernier, La planète des singes, à mes yeux. Il y a Star Wars qui. Tu fais donc ton top 5 des non. blockbusters dans la... Non, pas du tout. Il y a Star Wars, mais qui a énormément de défauts. Moi. Et Comme toi il aussi. retourne sa veste, il Non, pas était du- Ah. dithyrambique dans la vidéo Mais Star Wars. non, laisse-moi finir, je vais perdre mon fil. On avait tous les deux aimé King Arthur, qui est un film qui a été injustement boudé cette année et qui a énormément d'opposants. Mais à côté de ça, moi j'ai été extrêmement Au point déçu. qu'ils ont carrément fait un Brexit, les mecs. Moi j'ai été énormément déçu par Ghost in the Shell, qui au final était sympathique mais très vite oublié. Et c'est un peu le problème des blockbusters actuellement, c'est qu'il y en a très peu qui sortent du lot et qui sont pas forcément des blockbusters très désagréables ou hyper mal foutus, mais on les oublie. Enfin, Ghost in the Shell, Valérian. Valérian aurait pu être meilleur. Après, moi j'ai trouvé sympa, mais j'avais lu tellement de trucs dessus, tellement de gens sur Twitter dire que Valérian c'était le pire film de l'histoire de l'humanité et que rien que pour ça Darwin aurait dû annuler notre évolution, tu vois. Et au final, bon, j'ai trouvé que le film était loin d'être parfait mais sympathique, mais le problème c'est que sympathique c'est pas suffisant. Et à côté de ça, il y en a qui m'ont énormément déçu. Alien Covenant, Justice League, c'est pas possible. Je le redis, hein, j'avais déjà dit dans la critique, mais c'est pas possible que les fans de DC attendent pendant des décennies un film Justice League, que le machin arrive, que c'est censé être le climax des films DC Comics, et qu'au final c'est une énième introduction à l'univers, et que c'est même une introduction qui est moins bonne que Man of Steel et Dawn of Justice. Dis-moi, Donc, entre le moment où... Attends, laisse-moi finir. J'ai juste une question, désolé de t'interrompre, mais en fait... On est toujours dans la même vidéo depuis l'heure passée. Exactement. Et globalement, il y a plein de films de super-héros qui m'ont beaucoup déçu. Et au sommet de ça, il y a Marvel. Moi, j'étais très déçu de Spider-Man Homecoming, notamment parce qu'en fait, le problème de Spider-Man Homecoming, c'est que j'avais vu la bande-annonce. Donc j'avais vu tout le film, je savais comment ça commençait, ce qu'il y avait au milieu et comment ça se terminait. Ça, c'est un vrai problème. Et le dernier, c'est Thor Ragnarok. Moi, j'ai pas du tout adhéré à l'humour du film. Kerr m'avait pas dit Les que Gardiens de c'était la genre, Galaxie. On fait la critique de tous les Mais films non, de 2017 dans une laisse-moi vidéo. finir et on Kerr gagnera m'a du dit, temps. là, les 5 moments que tu retiens de l'année et tout, bam, 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 bam. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse comme ça un truc, c'est genre l'encyclopédie des œuvres audiovisuelles de 2017. Tu me surprends, je ne savais pas. Et moi, je m'attendais J'étais à pas un prêt. Gardien de la Galaxie volume 2 plus réussi que ça. Donc là, par exemple, on va faire dans les semaines qui viennent nos awards habituels. C'est les Oscars, mais c'est fait par nous et c'est vachement bien. Vous verrez ça sur la chaîne. Et en fait, quand je fais le bilan des Il trucs n'y a qui pas de m'ont selfie, vraiment c'est plu, garanti. bah, si c'est pour faire un selfie avec Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o, moi je dis oui tout de suite. Quel hein. vendu. Et Tu le feras avec ton Samsung ou ton iPhone. mais ou on ton me Huawei. demande de faire un selfie avec Lawrence Lupita Nyong'o avec un sachet de M&M's ou de jambon Erta, moi je le fais direct. Hein. Bref, non je le fais pas. Et en fait quand je fais le bilan de l'année, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de films qui m'ont plu, beaucoup de films très rapidement oubliables et quelques très grosses déceptions. Voilà. À toi ton dernier point et tu vas nous parler d'anime. Donc les animes, en 2017, il y en a eu pléthore. Alors le premier, je vais commencer, c'est le fer alphabétique, donc il s'appelle 0. Donc bon, je vais aller directement au fait. Moi, c'est l'anime qui m'a marqué, donc série animée, qui m'a marqué cette année, c'est le retour de l'Attaque des Titans. Et ouais, en gros, c'était incroyable j'attendais l'Attaque des Titans comme le Messie. C'était la série animée qui m'avait le plus marqué ces dernières années. Et cette Attaque des Titans,
chaque semaine, au début, j'étais pas dedans, et puis au fur et à mesure des épisodes, la hype a commencé à remonter, et bim, ça s'est fini. L'attaque des Titans, c'est toujours ça qui est le plus relou. Et en plus, toutes les semaines, j'allais comme ça, avec la joie de vivre comme ça à l'émission, et Kerr qui revenait, ouais, il y a encore eu, tu sais, des drames sur Twitter. Les femmes, elles prennent le pouvoir, c'est difficile. J'ai jamais dit des trucs comme ça. C'est aux antipodes de ce que je pense. Après, elle disait, ouais, j'ai mal au dos, tout ça. Et donc, en gros, bon. Non, moi, la seule chose que j'ai dit sur l'attaque des Titans, c'est que après avoir lu le manga, j'étais relativement déçu de la saison 2. Tu voulais d'ailleurs créer une polémique sur Twitter. Pas du tout. Et donc, en fait, l'attaque des Titans, et on va pas vous mettre d'image trop pour pas vous spoiler, mais l'attaque des Titans, ça reste une des grandes œuvres des dernières années. Après, pour finir, c'est vrai que pour moi, c'est celui qui a le plus marqué l'année, mais, et je vais un petit peu tricher, l'anime qui m'a le plus marqué en 2017 et qui continue là sur les derniers jours, c'est sur les premiers jours de 2018, c'est Full Metal Alchemist, que je regarde pour la deuxième fois. Je me suis rematé les 51 épisodes. Ça reste mon deuxième anime préféré. Une œuvre majeure, une œuvre dantesque dans le sens littéral et dans le sens figuré. Les Full Metal Alchemist sont incroyables. Et c'est vrai que de regarder ça m'a fait un peu relativiser l'attaque des Titans. Mais pour moi, l'anime qui m'a le plus marqué cette année, c'est l'attaque des Titans. Sachant que j'ai vu Fate Apocryphe, je crois, que en 2018. Donc voilà, même s'il envoie beaucoup du lourd pâté, comme on dit, fat jambon. Bref. Désolé, cette vidéo devait être. Elle était très sympa. Merci à tous faite de plaisir, de joie. On vous a parlé de drame, on vous a parlé de cancer. L'année 2017, c'était pas une année de bisounours. C'était une année difficile, l'année 2017. Donc, mais c'était une année qui nous préparait à une excellente année 2018, j'en suis sûr. Bah écoute, on verra ça. Toujours la joie, vous prépare, la joie, l'enthousiasme. On vous prépare une vidéo sur nos vœux 2018. Alors pas, on va passer une heure à vous dire bonne année, hein, surtout. Non, c'est plus pour vous dire un petit peu les vœux ciné-séries qu'on attend le plus, à ce qu'on espère. Voilà. Bon, du coup, on va vous les balancer. Du coup, tu voulais pas faire un top 10 des polémiques qui t'ont le plus saoulé? Non, parce que c'est impossible à faire, franchement. Il y en a eu tellement. Bref, des bisous, restez positifs, c'est important. Parce que voilà, il y aura toujours, le monde est imparfait, comme le dit Full Metal Alchemist, mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on en fait. Bonne terminaison. Voilà, des bisous. Ciao. Ciao, ciao.